Bonjour Charlène, Bonjour Anaïs. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va, fatiguée, mais ça va. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. Je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple. Ça marche. Eh ben, déjà, merci à toi. Merci aux petites personnes là dans l'ombre qui ont mis mon nom dans la petite boîte à questions sur Insta ou qui t'ont glissé mon nom. Je trouvais ça assez marrant et symbolique et on y reviendra, j'en doute pas, sur la suite de l'épisode. Et donc, du coup, je m'appelle Charlène, j'ai 31 ans, je suis originaire de la métropole lilloise et j'y habite toujours après avoir un peu vagabondé par le passé. Je suis accompagnante des deuils. Ce qui veut pas dire grand-chose généralement pour les gens. Je mets volontairement le mot deuil au pluriel parce que pour moi, il y a tous les deuils physiques, vraiment la mort physique de toute personne auquel on tient, qu'importe le lien d'attachement, de sang ou pas, qu'on peut perdre, qui peut décéder, mais aussi toutes les morts symboliques de nos vies, tout ce qui va être de l'ordre des séparations amoureuses, amicales, familiales, tout ce qui va être des ruptures, des maladies, des licenciements, tous les changements, les bouleversements, les avant-après de nos vies, qui sont pas tous difficiles à vivre, pour lesquels on n'a pas tout le temps besoin d'être accompagné et d'être soutenu, mais qui peuvent être plus ou moins challengeants selon chacun, chacune. Quelque chose qui, toi, te challengerait, Anaïs, peut-être moi, me challengerait pas, et peut-être inversement dans l'autre sens, et c'est juste. Donc voilà, ça, c'est ce que je fais. J'ai un podcast sur ces sujets-là. J'ai monté une fresque sur ces sujets-là qui s'appelle la fresque du deuil. Je suis aussi sonothérapeute parce que le côté mental, réflexion, thérapie, c'est bien, mais revenir dans le corps et à de la sensation, c'est important aussi. Et on va dire que c'est plus ou moins exhaustif. Du coup, je te présente ta carte du ciel et ta carte du ciel, elle correspond à une sorte de photographie du ciel au moment de ta naissance. Tu m'avais dit être un peu familière, donc avec l'astrologie. Donc pour toi, ça va, ça arrive à te repérer. Ouais, On ça va. a les signes, les maisons et les aspects au milieu. Yes. Et donc, chez toi, on retrouve un gros amas de planètes en Capricorne, avec ton Soleil, Mercure, Mars et Saturne en Capricorne. Donc, on a déjà pas mal de monde. Tu as aussi Neptune et Uranus. Donc, c'est bien, C'est bien bien peuplé. localisé en Capricorne. Donc, on peut dire sans le moindre doute que tu as une dominante enfin, en fait, que le Capricorne est un signe qui est particulièrement marqué chez toi. Le Capricorne, c'est un signe qui est plutôt pragmatique. On a tendance à penser et et c'est pas forcément à raison que c'est un signe très froid, le Capricorne. En tout cas, c'est un signe qui peut paraître froid quand on le connaît pas, Mm. qui a tendance à se protéger parce que ben, comme tous les signes de terre, ils recherchent la sécurité. Et pour le Capricorne, ça passe par l'indépendance, sa sécurité. Et du coup, il y a toute une dimension très ambitieuse chez le Capricorne par recherche de stabilité. Mm. Je dis Et souvent, moi, c'est la petite chèvre qui gravit la montagne. c'est ça, c'est totalement ça, le Capricorne. Et puis en plus, toi, ça sera encore plus marqué parce que tu vas avoir Mars. Donc c'est ce côté, enfin, Mars, c'est la planète qui est lié au mouvement, à la force d'action, à tout ce qu'on initie, mais c'est aussi l'esprit un petit peu combatif. Et en Capricorne, ça peut prendre du temps, mais on arrive toujours à réaliser ses objectifs. Et c'est une force plutôt, je dirais, tranquille en apparence, mais qui effectivement a tendance à gravir des sommets. Mm. Bah, je te Euh, dirai ça dans quelques années, hein. Tu as prévu de gravir des sommets de façon physique et littérale?
Alors, de manière symbolique, oui. De manière physique, pas des grands sommets, quoi. C'est pas prévu. Je pars à la montagne cet été. Je vais gravir des petits sommets. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui va être dominant dans ton thème. C'est vraiment ce côté Capricorne bien, bien présent. Tu disais aussi que tu travailles sur le deuil, qu'il soit symbolique et ou physique. Et il y a aussi cet intérêt pour le Capricorne de parler de choses qu'il connaît, Mm. puisque tu as en plus Mercure dans le signe du Capricorne, c'est on parle de ce qu'on connaît et on se documente pour pouvoir apporter ses connaissances et pouvoir prouver la véracité de ces connaissances-là. Tu as aussi ton ascendant qui est en signe du Verseau, donc c'est un côté un peu anticonformiste, ce besoin le côté un peu rebelle aussi, et une grande originalité et peut-être des centres d'intérêt qui ont tendance à dénoter un petit peu de la normale, Mm. entre guillemets. Et en plus, tu as donc le maître d'ascendant, donc la planète qui régit le Verseau, qui se trouve dans ton signe du Capricorne. Donc ces deux énergies-là vont vraiment se compléter. Ouais. Et tu as aussi ta lune qui se trouve à la limite du Gémeaux, mais elle se situe en Cancer. C'est une lune, on le verra, très maternelle, très maternante, très douce. C'est vraiment la lune, elle est chez elle en Cancer. Donc c'est une lune qui est très très intime, très chaleureuse, qui est ouais, qui a un lien vraiment très fort avec l'enfance. On en reparlera. Euh, du coup, euh, en faisant le lien avec ta lune, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est être une maman pour toi et quelle est la définition de maternelle ou maternante pour toi? Ouais. On en a parlé un petit peu en off quand on en a échangé ensemble et je pense que c'est important de le déposer pour que ce soit, enfin, pour que chacune ait les mêmes informations que celles que tu avais, toi, Anaïs. Oui. Mais j'ai pas le souhait, moi, personnellement, d'être maman pour plusieurs raisons. Que je peux citer et qui ont évolué, sur lesquelles j'ai pris conscience aussi au fur et à mesure du temps et des années. Mais déjà, quand j'étais ado, il y avait certaines copines qui avaient ce désir de dire ah bah plus tard je serai maman, qui se projetaient là-dedans. Moi, c'est un truc, ça m'a toujours terriblement fait flipper. Et rien que le fait de la grossesse, c'est un truc que j'ai jamais souhaité. Donc il y avait déjà, je dirais, ce côté physique, ce côté envie qui n'était pas du tout, on dirait, enfin, comme la sensation qu'on n'avait jamais planté la graine en moi. Et je disais parfois quand j'étais plus jeune, bah écoute, si en gros on fait l'amour et au bout de 9 mois ça fait gling comme si le truc il était prêt au micro-ondes, pourquoi pas? Mais vraiment, sinon non quoi. La grossesse, c'est pas une expérience du tout qui m'attire. Donc, il y avait déjà ce côté physique. Il y a ce côté de plus en plus qui a pris le pas aussi avec le temps au niveau écologique. Je suis loin d'être la plus grande des écolos. Néanmoins, c'est des valeurs et des choses qui sont importantes dans mes valeurs, dans ma vision de la vie et du quotidien. Et je dirais que troisièmement, il y a une notion familiale, ou en tout cas de ce que j'ai pu connaître familialement, qui fait que j'ai un peu sur certains points été la maman de mes parents, ou en tout cas il y a eu cette notion de parentification qu'on peut parfois entendre en psychologie, qui fait que c'est comme si j'avais eu un petit peu ma dose de responsabilité sans aucune amertume envers l'un comme envers l'autre. Et donc, du coup, bah, pour moi, être maman ou être mère, ça peut être l'équivalent de être maternante ou maternelle. Et du coup, je ne suis pas maman, je ne souhaite pas l'être. Mais je suis marraine de deux petites jeunes filles, enfin deux petites, l'une a quand même maintenant 11 ans, elle a grandi, et l'autre en a 1 an et demi.
Et je dis souvent, c'est pas mes filles, ce sera jamais mes filles. Je serai jamais l'équivalent de leur maman. Mais en tout cas, je suis aussi marraine de manière administrative, déclarée aux yeux de la loi. Et c'est quelque chose qui était important pour moi, non pas d'être reconnue sur le papier, mais qui est un réel engagement. Je touche du singe, du bois à côté de moi pour qu'il n'arrive rien à ma marraine pour le coup et à ma meilleure amie. Mais que si éventuellement il se passait quoi que ce soit, bah, j'aurais cette présence pour l'une comme pour l'autre. Et en fait, je pense que le mot présence, il est hyper important. Pour moi, c'est d'être présent pour un enfant. C'est ça, être maman. C'est être présent pour ses besoins, c'est être présent comme une oreille, c'est pas diriger forcément les choses, même si on est d'accord que cette notion de direction, on a aussi besoin de guider nos enfants, mais il y a guider comme une dictature et il y a guider en étant à l'écoute d'eux et en disant, ben non, là, c'est pas OK et je t'explique. Et du coup, je peux peut-être faire un lien, en tout cas le lien qui là me vient. J'ai fait beaucoup d'animation quand j'étais plus jeune en tant qu'animatrice ou directrice et j'ai toujours dit aux jeunes avec qui que j'avais en colo ou en séjour, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé de m'aimer et tout ça, vous avez le droit de me le dire à l'unique condition où vous me respectez. Donc, si vous venez me voir et que vous m'insultez, ça va pas passer. Maintenant, si vous me dites, bah, écoute, chat, je suis pas d'accord avec ceci ou j'aime pas ça, bah, en fait, ça ouvre à la discussion. Et là, on peut voir peut-être comment davantage s'aligner l'un à l'autre. Comment, du coup, être présent l'un à l'autre, l'un pour l'autre, tout en respectant l'autre. Et du coup, dans ce côté maternant, pour moi, il y a ça. Il y a cette notion du coup de présence, de communication, d'écoute, d'empathie. Forcément, ça va aussi d'une certaine manière avec. Et d'avancer non pas devant, non pas derrière, mais d'avancer à côté d'eux. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important parce que je trouve que si on est devant, bah, on va projeter des choses et pour le coup, une certaine direction peut-être un peu plus forcée avec des guillemets. Et si on est derrière, bah, en fait, parfois, on lâche un peu trop prise et c'est bien, mais peut-être à un certain âge. En tout cas, c'est la réponse qui là me vient. Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est hyper clair et en plus de ça, c'est que, enfin, tu illustres, parfaitement ce qui ressort de ton thème. Déjà, sur ce qui sur les raisons qui font que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant et c'est un choix, que en fait, moi, enfin, c'est un choix que je respecte, et que, enfin, en plus, j'ai même pas à donner mon avis, mais en fait, je le respecte parce que, tu vois, en étant autour de enfin, dans ce cercle de maternité et dans cet environnement lié à la maternité, on parle peu de ce choix de ne pas avoir d'enfant. On valorise beaucoup les mères, mais c'est aussi, important de valoriser le choix de ne pas avoir d'enfant et je pense que c'est encore trop souvent stigmatisé et heu et et voilà, du coup, je tenais à le relever et à valoriser ton choix, en fait. Ouais, et c'est cette idée aussi pour moi où tu vois, c'est pas l'un est mieux que l'autre. Ne pas être mère, c'est pas mieux qu'être mère, ou être mère n'est pas mieux que ne pas être mère. Au contraire, c'est juste des chemins qui sont différents. Et à la base, j'avais ce projet de pourquoi pas adopter. Et je disais, bah, en fait, on peut être maman autrement. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste une expérience de vie qui est différente. Et c'est vrai qu'on a encore dans notre société cette idée de, pour avoir une vie réussie ou pour se sentir plein et nourri à la fin de sa vie, bah, avoir un enfant en tant que mère ou en tant que père, qu'importe le sexe ou le genre, ou le couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est comme une case à cocher, comme le fait, je sais pas, d'avoir été propriétaire, par exemple, ou d'avoir fait tel métier ou telle étude. Bah, c'est comme des cases un petit peu à cocher sur ce chemin. Et parfois, moi, on me disait, mais non, tu verras, ça changera dans le temps. Bon, j'en ai 31, je crois que je dis ça à peu près depuis mes 14-15 ans, donc ça fait plus de la moitié de ma vie que je tiens ce discours. Je pense que le discours est bien ancré quand même. Et ça Oui et n'empêche que puis j'ai des remises en question, voilà, même
notamment, elle se reconnaîtrait, elle sait pourquoi, mais quand ma meilleure pote est devenue maman et m'a annoncé sa grossesse, bah forcément, ça m'a questionnée aussi. Et je trouve que c'est des questionnements pardon, qui sont sains, en tout cas que j'ai vécu de manière assez saine, mais qui me ramènent en tout cas aujourd'hui, en 2025, quand on enregistre cet épisode, toujours à ces mêmes notions-là et sans dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants, c'est pas ça. C'est juste, en fait, écoutez-vous et ne répondez pas aux besoins d'une société si, en fait, c'est pas aligné pour vous. Et c'est peut-être plus en tout cas sur ce point, le message qui me tient à cœur de passer, en fait. Mais, merci déjà de passer ce message ici. Et déjà, tu vois, ce que je vois enfin, ce que ça m'évoque dans ton thème, ça va être ton ascendant en Verseau qui ne cherche pas à se conformer, justement, qui va affirmer ses choix et c'est aussi un signe qui est profondément engagé. En astrologie, tout fonctionne par analogie. Donc, le Verseau est en analogie avec la maison 11, qui est la maison du collectif. Et on voit que ta maison 11, elle est plutôt chargée. Et donc, dans cette maison 11, on va trouver cette volonté avec Mars et ton soleil de suivre ta propre voie et de ne pas avoir à te conformer aux attentes universelles, déjà. Ensuite, tu vas avoir aussi tout ce qui est préoccupation, comme tu l'as évoqué, autour de l'écologie. On va le retrouver aussi dans cette maison 11, avec Mercure dans cette maison 11 et en Capricorne. C'est qu'en fait, il y a une lucidité dans le signe du Capricorne et dans l'énergie de ce signe-là qui fait qu'on on fait des choix réfléchis, conscients et en fait euh, qui je dirais, sont actés. On est en accord avec ces choix-là. Tu disais aussi que c'était la grossesse qui était aussi j'allais pas dire un frein, mais une des raisons pour lesquelles tu n'envisages pas d'être maman. Le Capricorne, on dit souvent que c'est un signe qui est très froid parce que c'est un signe qui ne supporte pas les contacts physiques. Ah ouais? C'est un signe qui a un problème vraiment avec enfin, en fait, le corps a quelque chose de très, très intime. Souvent, chez les Capricornes, c'est des gens qui aiment pas trop qu'on les touche, sauf si on fait pas partie de leur cercle très intime. Ah ouais. Et Bon, tu vois, franchement, j'aime bien les câlins. eh ben, Enfin, même avec des potes et tout. Et je me suis même calmée là-dessus. Enfin, je te le partage parce que peut-être que ça peut être oui, intéressant à mettre en analogie. Au contraire, de base, je suis quelqu'un plutôt tactile, tu vois, même avec les gens, etc. Enfin, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et même dans la proximité verbale, par exemple, le vous, c'est un truc où j'ai énormément de mal. Je vais beaucoup tutoyer et je vais être beaucoup dans ce côté présence, chaleur. Et je me suis même calmer parce que la société a aussi bougé et évolué. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que je fais une accolade à quelqu'un. Mais de base, je suis plutôt quelqu'un de tactile. ah, ça sera plus du côté de ta lune En cancer. en cancer qui a un côté plus enfantin, tu sais, Mm. plus spontané. Ouais. Mais tu vois, du coup, le rapport au corps, en fait, au niveau du Capricorne, c'est ce besoin de contrôle sur son corps. Mm. Euh, Tu vois, par exemple, des mamans qui vont avoir une lune en Capricorne que je peux rencontrer en consultation, elles vont avoir vraiment des fois du mal avec cette trop forte proximité physique avec son enfant. Mm. Et du coup, tu vois, pour moi, la grossesse, c'est ce manque de contrôle sur son corps qui ne nous appartient plus. Ouais. Et en fait, c'est ça qui peut, enfin, en tout cas, que ça m'évoque en voyant tout cet amas au Capricorne. C'est vraiment, tu sais, ce truc de plus avoir de contrôle sur son propre corps. Carrément. Et, euh, et donc, pour parler de ce côté maternant et de ton rapport aux enfants quand même, c'est que tu as ta maison 5 qui correspond enfin, qui représente les enfants et les loisirs,
les plaisirs qui est du coup dans le signe de l'enfance. Et donc, forcément, il y a cette attirance des enfants envers toi, mais de toi pour les enfants. Mmh. Euh, c'est un rapport assez particulier. Et puis avec cette lune en cancer, la lune en cancer, c'est une lune maternelle et maternante, mais c'est aussi une lune très enfantine. Euh, c'est, on aime la douceur, mais la douceur sous tous les plans. Et on aime la douceur autant physique que se faire plaisir et manger des douceurs. Mmh. Souvent, c'est une bouche à sucre, le cancer. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je partage avec toi parce que pour moi, c'est vraiment l'archétype même du cancer. J'ai ma grand-mère qui est en fait la belle-mère de mon père, qui est celle qui l'a élevé, qui a beaucoup de placements en cancer et qui est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment l'archétype même du cancer. Et elle a jamais eu d'enfant. Ouais. C'était un choix parce que pour elle, elle avait pas les moyens financiers d'assurer en fait, une sécurité à ses enfants. Et en plus de ça, elle a eu une enfance très difficile et elle n'avait pas envie que ça vienne un petit peu, enfin, ça se transmette et ça vienne teinter sa propre maternité. Donc, elle a été une très bonne maman pour mon père, parce que maman de substitution. Et elle a été, enfin, et elle est toujours une grand-mère exceptionnelle. C'est, euh, c'est, pour moi, c'est la grand-mère que j'estime plus que ma grand-mère en lien de sang. Ouais. Et en fait, du coup, enfin, en fait, j'y pense parce que ce choix de ne pas avoir d'enfant, elle l'a fait aussi. Et en fait, pour revenir au cancer, c'est que j'ai ce souvenir-là où, quand on arrivait chez elle, c'était la fête, tu vois, avec ma sœur, elle nous mettait du vernis à ongles parce qu'elle savait qu'on n'avait pas le droit. Tous les matins, elle nous demandait d'aller chercher le pain et elle nous demandait de ramener des bonbons. Mais attention, il fallait lui en ramener à elle. Et en fait, le soir, on regardait la télé et on entendait constamment des bruits de paquets de bonbons. Et en fait, elle a toujours des bonbons, des sachets de bonbons planqués dans sa table de nuit. Trop chou. Mais c'est l'archétype même du cancer, tu vois, quand j'ai commencé à vraiment potasser l'astrologie, à m'y former, c'est ça qui m'est venu. Je me suis dit, mais ouais, mais en fait, ma grand-mère, enfin, le cancer, c'est ma grand-mère, quoi. Ouais, Et voilà, mais ce truc des bonbons, tu vois. je te confirme, le côté bouche à sucre, c'est vraiment, c'est difficile pour moi de finir un repas sans sucré, quoi. Même si c'est un tout petit truc, tu vois, mais c'est ouais, je sais pas, il y a un côté, c'est un besoin, je dirais pas un réconfort, mais un plaisir. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un plaisir. C'est pas ce côté réconfort, c'est plus vraiment ce côté plaisir tu vois, hier midi, j'ai pas mangé salé, j'ai mangé sucré, quoi. Et, euh, et ça me va très bien. Et ouais, tu vois, c'est ce rapport à l'enfance qui est très chouette avec le Ouais. cancer. Et, tu disais aussi que sur un côté moins joyeux, c'est que tu avais eu la sensation d'être parent de tes parents. Mhm. Et ça, on le retrouve dans ton thème aussi. C'est l'aspect entre la Lune et Saturne. Ok. La Lune Saturne, comme ça ici, euh, c'est en général, c'est très symboliquement être la mère de sa propre mère. Mm. Parce que souvent, la Lune, c'est la façon dont on se représente sa mère. Enfin, les aspects à la Lune, c'est la façon dont on se représente la mère. Et Lune Saturne, souvent, c'est être parent de ses propres parents et mère de Ouais. sa propre mère. Et en plus de ça, Saturne, chez toi, est conjointe à ton axe d'ascendance qui montre une responsabilisation très tôt, Mm. trop tôt. Mm. Le fait d'avoir grandi plus tôt que la moyenne Ouais. et pas forcément de manière voulue.
Ouais. C'était imposé. Et Saturne, c'est aussi la planète du Capricorne. Et c'est une planète, et c'est le deuxième maître du Verseau. Saturne, c'est une planète qui est assez compliquée à vivre pendant l'enfance, Mm. qui s'apprivoise plus et mieux après 30 ans. Mais pendant Ah, l'enfance, j'y oui, suis du coup. oui. Et puis toi, approche de l'ascendant, enfin, au niveau de l'ascendant, c'est une meilleure affirmation de toi, de qui tu es, de tes choix, de tes revendications, de tes engagements. Enfin, vraiment, c'est vraiment la maison 1, c'est soi. C'est j'existe, je- j'assume d'exister en Ouais. maison 1. Donc, voilà, c'est ce qui faisait un petit peu écho avec ce que tu me disais. Ça fait sens. Euh, Quels sont les deuils que tu as traversés et comment est-ce qu'ils t'ont transformé, Mm. si tu veux bien nous en parler? Ouais. T'entends deuil au sens large comme moi je l'entends, ou est-ce que tu préfères, pour peut-être que ce soit plus simple, rester focus sur la notion de décès? Non, 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 qu'ils soient symboliques ou non. Ok, ça marche. Du coup, alors le premier deuil que j'ai vécu, c'était mon arrière-grand-mère, et de mémoire, c'était en 2005, mais c'est pas déjà c'était mon arrière-grand-mère, donc même si je l'aimais beaucoup, j'allais la voir régulièrement avec ma grand-mère. Il y avait quelque chose où déjà j'étais plus jeune, c'était plus dans cette notion de l'ordre des choses, et c'est pas du tout un décès que j'ai mal vécu. Je l'ai senti comme bah voilà, c'est la fin. Mémé Lulu, elle s'appelait Lucienne, et du coup on l'appelait Mémé Lulu. Bah voilà, elle est partie, et je me souviens pas avoir été plus triste que ça. J'étais plutôt triste de voir ma grand-mère triste, et plutôt en soutien et en réconfort. Et tu parlais du côté un peu enfantin. Bah, surtout quand les gens ils vont pas bien, j'aime bien faire un peu, tu vois, un peu le clown, ou essayer d'être, bah, d'avoir un câlin, d'être quelque chose de, enfin, en tout cas, de m'adapter à la personne qui est en face pour avoir cette notion de douceur et de réconfort, qu'importe par quoi ça passe et comment ça passe. Donc, je dirais que ça, c'est le premier deuil réellement que j'ai vécu. Mais voilà, c'est le premier deuil, mais qui m'a pas réellement impacté, ou qui a pas fait changer la personne que j'étais. Par contre, le premier deuil qui a fait changer littéralement et radicalement la personne que je suis aujourd'hui, que je suis devenue, et même ce que je fais, c'est le décès de mon père. Et je sais que tu voulais les dates aussi, qui a eu lieu le 13 mai 2019. Ce qui d'ailleurs en termes de date est assez symbolique, pour plusieurs raisons, parce que le 12 mai, c'est notre anniversaire de rencontre avec mon conjoint. Donc en fait, depuis 6 ans maintenant, chaque année, bah en fait, je fête l'amour un peu euh, de deux manières différentes. L'amour qui est présent le 12 mai avec mon conjoint, et l'amour qui est plus présent dans le sens où il y a plus de support physique, avec le décès, et notamment le suicide de mon père le 13 mai. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis aperçue de ma manière d'aborder la mort, de voir la mort. Euh, et du coup, sur tout ce que je vais partager là, c'est important pour moi de le dire, c'est que c'est ma vision, c'est pas une vérité. Éventuellement, c'est la mienne, c'est ma vision, c'est mes croyances. Et je suis pas là en tant que sachante, mais plus en tant que posture d'humaine, de citoyenne, de partager comment moi je vois les choses. Et si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, bah, c'est super aussi. Il y a vraiment pas cette idée de dire que la vie est comme ça, loin de là. Et c'est important de le poser. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que quand je parlais de mon père, et même au moment où il est décédé, on a même cru que je faisais un déni, que je me rendais pas compte, au point où j'ai même cru que moi-même je faisais un déni du déni, en me disant mais waouh, t'es dans un sacré merdier, parce que tout le monde croit que t'es dans le déni. Et du coup, j'avais même été voir une psy en me disant j'ai pas envie de reprendre le truc en pleine tête dans 6 mois, 6 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, je vais prendre le taureau par les cornes, tu vois, un peu comme mon petit papa, ou faire la biquette, là, qui va aller en haut de sa montagne et voir ce qui s'y passe, et d'éclairer le sujet. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah oui, bien sûr que j'ai encore de la tristesse sur le fait que mon père soit plus là, mais
mais que c'était ses choix. Du coup, je vais refaire écho à ce que tu disais avec la Lune et Saturne, et c'était ses choix. Je pouvais pas être, c'était pas déjà dans l'ordre des choses que je sois parent, bien sûr, avec des guillemets, de mes propres parents, que chacun fait ses choix et qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, et que j'étais pas responsable non plus de quoi que ce soit, que j'avais fait tout ce que je pouvais faire, mon maximum, etc. Et que bah oui, j'avais pas choisi tout ça, mais qu'en tout cas, les événements, les éléments font que bah aujourd'hui j'étais orpheline de mon père et qu'il fallait bien que je l'accepte. Et comme je suis plutôt tempérament biquette à monter la montagne, bah, j'avais pas envie de me dire bah ça y est, ma vie est finie et ma vie est foutue. Et du coup, le point principal, c'était de dire je veux pas qu'on l'oublie. Je veux pas qu'on oublie mon père, et je veux pas qu'on oublie la personne qu'il a été, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais je veux pas qu'on l'oublie. Et je me souviens d'avoir dit cette phrase à son incinération, en me disant je marcherai toujours dans tes pas. Et l'idée n'étant pas de reproduire sa vie, mais le fait que finalement mes pas seraient aussi un petit bout des siens. Et du coup, par exemple, mon petit cousin, c'était son parrain. Et souvent, mais même encore maintenant, sur des événements de vie ou quoi, je dis, mais ton parrain, il serait trop fier de toi, en fait. Et c'est un peu alors, c'est pas me faire la voix de mon père, mais c'est de montrer qu'il est toujours là. Ou, je sais pas, la dernière fois, on a été à la plage en famille. Et je disais, ah, bah, mon père, il aurait fait ceci, ou il aurait dit cela. Pas plus tard que ce matin, ma meilleure pote m'envoie un message parce qu'elle a réussi à détacher les vêtements de sa fille. Et du coup, mon père est un pro de la détache. Et donc, du coup, elle me dit, punaise, mais ton père, il serait trop fier de moi. Et en fait, c'est des petits trucs tout cons, hein. Enfin, vraiment, c'est bête. Mais c'est de me dire, bah, en fait, il est toujours là. Et ça tient à cette phrase que je répète très souvent par rapport au deuil, c'est que le deuil, c'est transformer une absence extérieure. Il n'y a plus de support, il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus de voix, il n'y a plus d'échange direct, en présence intérieure. Et ça a vraiment été, si je devais ne donner qu'un deuil, tu vois, et en retenir qu'un, sans dire que les autres n'étaient pas importants, mais en tout cas, celui qui a été le plus révélateur et transformateur pour moi, ça a été celui-là. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais je sais pas si je peux le dire comme ça, mais un peu, voilà, une facilité, un talent, un don à parler de ce dont personne ne veut parler, à mettre les pieds là où personne n'a envie d'aller et qui pourtant nous concerne tous. Tu vois, ça me faisait sourire quand tu parlais de l'ascendant Verseau. C'est un peu le côté penser en dehors de la boîte, quoi. Et il y a vraiment ces notions-là, et d'aller transmettre aussi des messages de mon propre vécu. Tu parlais de Mercure tout à l'heure aussi en Capricorne. Et en fait, je me suis basée sur mon propre vécu, sur lequel je me suis beaucoup documentée, sur lequel j'ai beaucoup cherché, sur lequel je me suis formée pour transmettre ma manière, pour transmettre ma couleur, encore une fois, que je répète, qui n'est pas meilleure qu'une autre, qui est simplement différente et qui est la mienne et qui résonne ou qui ne résonne pas. Mais voilà, c'est le décès et le deuil majeur. Je ne sais pas si tu voulais rebondir ou si je continue mon monologue. Tu peux continuer, tu peux continuer. Je vais juste regarder, faire la carte du ciel pour voir ce qui s'est joué et quel endroit de ton thème a été touché le jour du décès de ton papa. Et tu peux. Et je continue. Allez, je continue mon monologue. Je vous raconte pas. Mais tu peux continuer. Et donc, du coup, ça a été le premier grand deuil qui m'a déjà un peu mis, mais j'avais pas pris la décision de travailler par rapport au deuil. Ça permet de faire des liens aussi. Et juste de continuer à passer ces messages. Je portais certains vêtements de mon père et tout. Et du coup, de sensibiliser à ces sujets-là et au fait que les morts sont toujours présents, et à condition qu'on décide de les rendre présents et vivants d'une certaine manière. Et en fait, en 2021, plus ou moins fin 2020, début 2021, j'ai ma chienne qui était âgée, qui est partie à presque 16 ans, qui avait plus ou moins l'équivalent d'une dégénérescence cognitive, mais pour un chien. Alors, j'ai plus le nom exact de la maladie, mais pour faire un peu un parallèle, c'est un peu comme la maladie d'Alzheimer, mais pour les chiens. Donc, du coup, elle faisait des fausses routes en buvant, ce qui fait qu'elle pouvait s'étouffer.
c'était un vrai petit glouton. Donc, quand elle mangeait, il fallait lui mettre sa gamelle en 10 fois. Sinon, bah, pareil, elle pouvait s'étouffer. Elle voyait plus très bien, donc elle se cognait absolument partout. Elle tournait en rond des heures et des heures pour pouvoir se poser. Et, en fait, donc, fin mai 2022, c'était le moment d'un des ponts. Donc, je suis pas douée sur les jours fériés, mais en tout cas, à la fin mai 2022, ça a été beaucoup trop intense pour moi, me dire, mais je refuse de la faire souffrir et de la garder par amour et par égoïsme. Et un peu, tu vois, c'était un peu cette phrase de tu as été présente, tu as fait tout un service, enfin, tu as été de loyaux services et une présence on ne peut plus loyale, on ne peut plus fidèle envers moi et envers mon compagnon. Je te libère, en fait. Et cette nuit-là, donc ça devait être l'équivalent plus ou moins du 30 mai, cette nuit-là, je me souviens avoir dit à mon conjoint que bah voilà, c'était tout, c'était fini, il fallait la libérer et que j'allais tout faire de manière aussi rituelle et sacrée pour la faire euthanasier, mais qu'en parallèle, je voulais absolument monter un accompagnement sur le deuil. Et donc là, on était en mai 2022. Et, en fait, ça a été c'est comme si le décès de mon père avait mis quelque chose en lumière et le décès de ma chienne Bambou a acté. Tu vois, la graine, pouf, ça y est, elle avait germé l'équivalent d'à peu près 3 ans après. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. Enfin, en partie, il n'y a pas que ça, mais en partie. Et du coup, c'est aussi le fait d'insister. Et c'est marrant, c'est que la semaine où on enregistre cet épisode est sorti un épisode sur le deuil animalier. Et en fait, j'ai écrit une newsletter lundi où j'ai fini en larmes parce que bah oui, c'est encore un deuil dont on rigole, qu'on invisibilise, qu'on rend pas légitime et on me dit bah c'est pas grave, t'en reprendras un, tu reprendras un chien, un chat ou ah bah c'était qu'un poisson rouge ou c'était qu'un hamster, c'était qu'un lapin. Bah, c'était que peut-être pour les autres, mais c'était peut-être pas que pour la personne qui a perdu en fait cet animal. Et du coup, je trouve que c'est important aussi de rendre visibles ces sujets. Et ça rebondit sur un point que je disais au départ, c'est que il n'y a pas un deuil pour moi plus important que l'autre. On vit tous des deuils et on les vit tous de manière différente, peut-être avec des points communs, mais aussi avec des différences. Et il n'y a pas de personne, il n'y a pas de sachant dans le deuil. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais horizontal et je suis pas là pour dire ce qui est ou pour dire ce qui est pas. Il y a des points de repère dans le deuil et il y a des points de repère qui vous parlent ou qui vous parlent pas, qui vont faire écho ou qui vont pas faire écho. Et ça, je pense que c'est hyper important et hyper déculpabilisant par rapport à toutes les injonctions qu'on peut avoir dans notre société de le deuil, c'est comme si il faut faire cela, il faut faire son deuil, etc., etc. Même si c'est pas le propos principal, en tout cas, c'est quelque chose qui, de par les deuils que j'ai vécus, a remis ces points-là en lumière. Et du coup, le dernier deuil qui me concerne personnellement, et j'entends par là lien du sang forcément et lien de cœur, il y a d'autres décès qui m'ont touchée que je pourrais peut-être mentionner après. Mais en tout cas, le dernier en date, c'est le décès de ma grand-mère qui a eu lieu le 14 juillet 2023 et qui est partie après un cancer du pancréas sur lequel elle a refusé de se soigner, qui m'a aussi appris des choses, tu vois, au niveau du respect de l'autre, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste pour elle, de la notion de l'aidance. Et ça a été pour moi un vrai... du coup, c'était la maman de mon père. D'accord. Et mon père avait qu'un seul frère, donc mon parrain. Et donc, en fait, on est une toute petite famille. Et du coup, c'était important pour moi, quand mon père est parti, de rester présente pour mes grands-parents, sachant qu'on n'est que 3 petits-enfants et je suis la plus grande. Et donc, du coup, de rester présente dans les bons comme dans les moins bons moments. Et en fait, je me souviens avoir été à plusieurs rendez-vous médicaux avec elle, que ce soit au départ avec les gastros, après avec les oncologues, de l'entendre refuser de se soigner, l'entendre avoir envie de mourir. Et en fait, oui, c'était dur. Bien sûr, c'était dur, je vais pas le cacher. Mais en même temps, j'ai tellement de gratitude d'avoir vécu ces moments-là en tant que petite fille.
parce que ça m'a reliée d'une certaine manière à ma grand-mère, à mon grand-père, à ma famille, à des choses qui sont hyper intimes, tu vois. Et c'était hyper touchant et hyper beau. Et plein de fois, je disais à ma grand-mère sur ses dernières semaines, derniers mois, sur sa fin de vie, tu sais, mamie, je préférerais aller, je sais pas, manger un morceau avec toi. Mais tu sais, aller chez l'oncologue, ça me va aussi parce que c'est aussi une manière de passer du temps avec toi. Euh, et en fait, sur la fin, je m'étais même renseignée pour des process de suicide assisté, notamment en Belgique, parce que vu qu'on est dans le nord de la France, parce que c'était insupportable pour moi de laisser ma grand-mère dans cette situation-là, alors qu'elle souhaitait partir et alors qu'elle souhaitait mourir. Donc ça me fait faire face aussi à cette notion d'impuissance. Et peut-être le dernier décès, en tout cas, qui m'a touchée, même si il concernait pas ma famille directement. J'ai mon conjoint qui a perdu sa petite sœur en 2020, en janvier 2020. Et du coup, qui était porteuse d'un handicap qui s'appelle le syndrome de Rett. Et, euh, et en fait, pareil, ça a été très émotionnel, forcément, sachant qu'en plus, elle était jeune, elle avait 19 ans. Et, euh, et ça a été quelque chose qu'on a vécu, qu'on a partagé, ben, pour le coup, en famille, où nos deux familles se sont aussi réunies. Donc voilà, ça ne me concernait pas directement dans le sens où c'était pas ma famille. Mais voilà, c'est Zazou, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me souviendrai de ma première rencontre avec elle, de nos premiers regards et de nos premiers échanges. Et ça me permet simplement peut-être de dire et de mentionner que c'est pas parce qu'on n'a pas la parole qu'on peut pas échanger et qu'on peut pas communiquer. Et tu parlais tout à l'heure du rapport un peu au corps, mais il y a tellement de choses qui se lisent dans les yeux et dans le non-verbal que parfois on oublie que tout se joue pas dans les mots et dans la parole. Voilà, je crois que j'ai fini mon monologue. Et merci de déposer tout ça ici. Ça, ça m'émeut un peu. Mais t'as donné plein d'infos. J'ai pris des notes Ouais, vas-y, vas-y. pour pas oublier. Déjà, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ce que tu as dit. C'est que au décès de ton papa, ça a mis en lumière, c'est-à-dire mettre en lumière ton souhait d'accompagner au deuil. Et je vais te partager ce qui s'est joué ce jour-là. Donc, c'est une carte de synastrie. Ok, La synastrie, c'est la superposition d'une autre carte du ciel sur ta carte natale. ok. Donc, et en fait, ça permet de voir les transits et ce qui s'est joué et où se situaient les planètes à ce moment-là. Alors, il faut savoir que le Soleil et Mars, souvent, représentent symboliquement le Père dans ton Mm. thème. À ce moment-là, tu as Saturne et Pluton. Pluton qui est une planète qui a tendance à... C'est un peu le bulldozer du zodiaque, Pluton. C'est la planète associée au signe du Scorpion, donc associée à la mort, au deuil aussi, symbolique, Mm. ou au deuil physique. Et en fait, elle était pile poil au niveau de ton Mars et de ton Soleil dans ton thème le jour où ton papa est décédé. Mm. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se jouait là et c'est ce truc de mise en lumière, vu que ça touchait vraiment à ton Soleil. Quand tu m'as dit ça, ça a fait un peu tilt. Donc, voilà, il y avait quelque chose en général, il y a souvent Pluton qui vient transiter quand il est question de décès et de deuil. Mm. Donc ça, c'était vraiment... je vais pas regarder au niveau des dates, toutes les dates, mais il y a autre chose qui m'a interpellée dans ce que tu disais, quand tu as parlé du décès de ta grand-mère, enfin ton Ouais. arrière-grand-mère, pardon. Tu disais que ce qui t'avait fait le plus de peine, c'était de voir que ta grand-mère était triste. Mm.
Ta maison 8, qui est la maison du Scorpion, et du coup la maison du deuil, des transmissions, de l'héritage, se trouve dans le signe de la Balance. La Balance, c'est un signe qui, euh, contrairement au Verseau, va avoir un peu plus, être plus attaché au regard des autres, mais qui va aussi euh, avoir une très grande empathie, essayer euh, de- d'apporter de l'humour, de faire sourire l'autre. Mm. C'est aussi un petit peu le médiateur du zodiaque, la Balance. Et donc, on voit bien qu'avec la présence de cette maison 8 du deuil dans le signe de la Balance, qui a ce truc à vouloir euh, déjà trouver un juste milieu au niveau des émotions, de Ouais. pondérer, mais il y a aussi dans tout ce que tu évoques ce rôle de médiateur entre toi et le deuil. Mm. Tu vois, enfin en tout cas ça m'évoque ça. Et c'est plutôt parlant. Et tu disais aussi que euh, enfin, et on l'avait évoqué, c'est ton vécu et ton ressenti des deuils qui t'a emmené vers cette voie-là. Tu as ta lune qui est en opposition avec Mercure, qui est du coup la planète de la communication et du travail, de la connaissance. Euh, donc du coup, on voit bien ce lien entre la lune, tes émotions, et cette planète très mentale et de travail, de connaissance. Tu as aussi ta lune qui va être en lien avec Vénus, donc c'est euh, trouver de la beauté, de l'intérêt, de l'esthétisme aussi dans ces émotions qui sont pas forcément toujours plaisantes, Ouais. et notamment avec la fresque du deuil, tu vois. Il y Mm. a aussi cette dimension d'esthétisme et toujours un peu en lien avec le corps. Tu as aussi donc la lune qui est pareil, vu que tu as un bel amas ici, qui est en opposition avec Mars. Donc les émotions vont pousser l'action. Comment transformer ces émotions que je peux ressentir en quelque chose? Comment construire quelque chose de ces émotions-là? Qu'est-ce que je peux initier qui puisse permettre d'aider les autres avec la balance Ouais. euh, pour, enfin, comment en fait? Tu vois? Et comment servir le collectif avec cette maison 11? Comment mes émotions? Comment euh, l'enfant qui guérit de ses deuils, l'enfant qui... il y a aussi comment cette lune qui aime prendre soin euh, peut aider d'un point de vue collectif. Et c'est vraiment hyper intéressant à voir. Merci pour cette analyse. Merci à toi pour ce partage. Et ce que tu évoquais sur, du coup, sans regarder les dates, quand tu disais que c'était la perte de ta chienne qui avait acté ta décision d'accompagner au deuil, à ce moment-là, au niveau des dates, on devait être dans, dans ton retour de Saturne. Mm. C'est-à-dire que Saturne est revenu sur sa position initiale, puisque tu étais en mai 2022, tu avais Ouais, 29. ouais, c'est ça. Donc, Saturne revient entre 29 et 30 ans sur sa position natale. Et comme je te l'avais dit, c'était un retour à euh, l'affirmation de soi, l'initiation. La maison 1, c'est la maison du bélier et donc reliée à Mars. Mm. Donc, on initie, on démarre un nouveau projet. Donc, voilà, tout était un peu lié. Et c'est aussi ce que ça m'évoque le fait que tu disais euh, que tu voulais continuer à vivre dans les pas de ton père. C'est qu'en fait, tu as laissé une trace symbolique de tous ces deuils-là dans ta vie et Ouais. tu vois, tu perpétues un petit peu la mémoire de ces Carrément. proches perdus à travers ce que tu fais aussi et en aidant les autres. Et donc, pareil, Mercure,
et la mémoire aussi. Mm. Donc, on retrouve un peu tout ça. Et tu vois, en plus, on n'en a pas parlé, mais Jupiter en maison 8, qui est en Scorpion, qui vient aussi mettre en lumière, exacerber un petit peu tous ces sujets liés à la maison 8, donc le deuil, la mort, euh, l'héritage, le, ce qu'on va léguer. Et tu avais d'ailleurs fait un épisode sur le fait de préparer Oui. sa mort enfin, pour toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment, si tu veux, Jupiter dans cette maison-là, c'est une loupe qui vient grossir. Et Jupiter, c'est aussi une planète d'expansion qui te permet de te réaliser dans un domaine de vie aussi. Mm. C'est assez marrant de se réaliser dans le domaine en lien avec la mort et le deuil. Oui, mais tu vois, quand j'ai entendu parler de toi et que j'ai découvert, je t'ai découverte et que j'ai découvert ton podcast, ça m'a fait aussi penser à un podcast que j'avais entendu qui était Mortel par Taous Merachi, Oui. où pareil, elle ouvrait un petit peu la voie en parlant de son propre deuil, de son père d'ailleurs, et où en fait, elle a parlé aussi du deuil animalier. Mm. Et voilà, enfin, ça m'y a fait penser et où effectivement, il n'y a pas enfin, tu brises un petit peu ces tabous-là avec ton Jupiter en maison 8. C'est Ça le m'a but. évoqué ça. Tu vois, je dis souvent sur Insta, porte-parole de la mort et des deuils, pour justement montrer que, bah, en fait, c'est des sujets qu'on passe sous silence et qui ont, à mon sens, besoin d'être échangés et d'être discutés, d'être déposés, et d'être partagés, d'être vécus plutôt que d'être cachés, etc. Et que de ces choses-là, je dis souvent, par exemple, la colère ou la tristesse, il y a des choses qui peuvent être fertiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer la tristesse en joie, c'est pas ça. Mais c'est un peu cette image du yin et du yang. Dans la partie noire, il y a un point blanc et dans la partie blanche, il y a un point noir. Il y a toujours du positif dans le négatif, du négatif dans le positif. Et on peut illustrer de plein de manières, du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, enfin, qu'importe comment on le dit. Mais c'est un truc qui m'a toujours aussi, tu vois, tenu cette idée de ben, les choses peuvent être fertiles et je ne peux pas changer les événements. Par contre, je peux changer la vision que j'en ai, le regard que je pose dessus, la perspective, ce que je vais transmettre, la manière, qu'est-ce que je vais en faire ou en être, que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de personnalité. Et du coup, ce que tu disais sur cette notion de mettre au service d'eux, ben, c'est exactement ça. C'est mettre au service d'eux, c'est mettre en lumière ces sujets parce que ça me semble capital et que a priori on n'a toujours pas inventé l'immortalité et que du coup on va tous dans la même direction et qu'en plus de ça on ne sait pas quand. Et ça tu m'as peut-être déjà aussi entendu le dire dans les podcasts, mais parfois je dis si ça tombe cet épisode je le finirai jamais. Comme peut-être cet entretien avec toi je le finirai jamais, on ne sait pas. Et je le souhaite pas, ce serait con quand même de faire une crise cardiaque en plein milieu d'un podcast, mais ça reste une réalité. Et souvent, quand parfois je dis des choses comme ça, les gens, je vois que ça se crispe parce que c'est des choses qu'on ne veut pas et qu'on a peur et qu'on ne veut pas regarder. Mais c'est pas parce qu'on les regarde qu'elles vont forcément arriver. Si vous vous baladez sur Doctissimo, vous n'allez pas pour autant choper une maladie. Bon, en plus, vive la référence Doctissimo. Mais voilà, À moins qu'on c'était. soit hyper hypochondriaque, mais Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est peut-être autre chose à venir regarder, à venir soigner ou guérir. oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais, enfin, parce que tu vois, le Verseau, enfin, avec ton ascendant Verseau, avec on a, enfin, tu as le premier maître d'ascendant de ton Verseau qui est Saturne, on en a parlé. On n'a pas parlé non plus d'Uranus qui se trouve chez toi dans la maison 12, qui est une maison très mentale, mais une maison aussi de spiritualité. Et en fait, Uranus, un peu comme Pluton, vient questionner. Et Uranus, ça va être plus sur tout ce qui va être collectif. C'est un penseur, Uranus, mais c'est un libre penseur et il y a toujours un côté très engagé. Est-ce que tu dirais que euh, le fait de briser, de lever un tabou, de démocratiser un peu le deuil,
c'est quelque chose d'engagé pour toi. Et est-ce que tu penses que il y a une volonté un petit peu de transgression et de rébellion là-dessous? Ouais, carrément, carrément. Je disais souvent, enfin, je le dis encore, mais quand j'étais petite, si tu me disais, ben, il faut pas parler de ça ou il faut pas aller là, fallait pas me dire ça. C'était justement là où j'allais, tu vois? Et j'ai même un autre exemple, c'est que, quand on me disait que, quand j'étais petite et qu'on me félicitait d'un truc, que du coup, ce que j'avais fait, c'était bien, c'était attendu, intérieurement, ça me mettait en colère qu'on me félicite pour ça. Et du coup, j'avais envie de faire tout l'inverse. Parce que bah, du coup, j'aime pas les trucs qui sont attendus, j'aime pas les lignes droites, tu vois. C'est vraiment pas mon truc. Et du coup, oui, forcément, il y a un côté engagé d'aller mettre les pieds là où personne n'a envie. Euh, et que en même temps, c'est aussi un. Alors, sans aller parler de politique, mais malgré tout, c'est un sujet qui est aussi le deuil est politique. Ça vient toucher. En fait, pour moi, le deuil vient toucher énormément de sujets. Et c'est pour Surtout ça que en je ce moment, tu parlais du suicide médicalement assisté, c'est un sujet voilà, par exemple. d'actualité. Exactement. Tout ce qui va être, en fait, pour moi, associé au deuil, je vais mettre là juste un instant dans un grand lot la notion de la fin de vie, du deuil et de la mort. Du coup, ce qui pourrait être associé au funéraire. Et sur tous ces sujets, bah, en fait, il y a énormément à faire. Pour moi, ça vient, et c'est ce que je cherche à mettre en lumière aussi dans la fresque, mais ça vient toucher beaucoup de points. Ça vient toucher tout ce qui va être de l'ordre de la santé mentale, de la santé physique, de la santé émotionnelle, de tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence collective et émotionnelle, parce que ben, le deuil, ok, tu le vis chacun à ta manière, mais a priori, on le vit quand même dans une famille, une entreprise, une société. Donc, on le vit aussi ensemble. Donc, c'est finalement comment on peut être ensemble pour accompagner ces sujets. Et dans ces sujets, il n'y a pas que le deuil, bien entendu, il y en a plein d'autres sur lesquels plein d'autres super personnes s'engagent, pour reprendre un terme que tu as donné, et qu'en fait, ça vient toucher aussi d'autres points. Tu prends le funéraire, pour moi, ça vient toucher l'aspect écologique. Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que moi, mon engagement, il est par la porte du deuil, mais en allant planter des petites, parfois des toutes petites graines sur tel ou tel point. Et c'est ce que je fais avec le podcast, en fait, de pouvoir montrer qu'en réalité, le deuil, tout le monde peut en parler, et quelle que soit la porte d'entrée par laquelle on en parle, bah, en parler, c'est déjà bien, en fait, même si c'est quelques instants, même si c'est juste de dire que, je sais pas, on a entendu que tel truc, c'était moins, enfin, c'était plus propre, plus écologique, plus vert que par exemple, l'inhumation, ou tout autre exemple. Que de penser à ses dernières volontés, de se questionner par rapport à la fin de vie, de se questionner à ce qui est OK, ce qui est juste pour nous par rapport à la douleur, etc., etc. Parce que après, quand je parle là-dessus, j'ai un peu un fonctionnement en carte mentale, donc je peux te connecter 15 000 sujets. Mais en fait, pour moi, ça, au-delà du fait qu'on est tous mortels et qu'on va tous dans la même direction, ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et mon engagement, il est de faire prendre conscience de ça. Et que je pense que si on en parle, pour moi, parler de la mort, c'est parler de la vie. Et donc, ça reviendra à, je le fais en très court, mais ça reviendra à pas mieux vivre sa vie. C'est pas ça. C'est pas que nos vies, elles seront mieux si on conscientise le deuil, mais en tout cas, elles seront plus conscientes. Et plutôt que d'attendre, et là, je fais notamment écho aux 5 regrets des personnes qui sont en fin de vie, c'est pas d'avoir accumulé plus d'argent, plus de biens, plus de propriétés, plus de voitures, plus de maisons. C'est pas ça, généralement. C'est d'avoir pas pris assez de temps pour soi, d'avoir pas été assez présent pour les personnes qu'on aime, etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'être ou du faire certaines expériences plutôt que l'ordre de l'avoir et de la possession. Et donc, du coup, oui, il y a un engagement. En tout cas, moi, à ce niveau-là, je porte le mot d'engagement. Peut-être que d'autres personnes ne le mettraient pas. Mais en tout cas, oui, c'est un mot qui résonne. C'était assez clair comme réponse? C'était très clair. Voilà, Ah, tu illustres parfaitement le Capricorne et le Verseau en toi. Il bon, y a bah, aussi un côté
En fait, le Capricorne est souvent relié, enfin, il est en lien avec la maison 10, c'est la maison de l'ambition, du travail, mais aussi de la place qu'on prend en société. Et ce truc que tu dis de transgression et que tu n'aimais pas qu'on te dise où aller, c'est très Sagittaire. C'est je suis ma propre voie. C'est la flèche. Tu as le Capricorne aussi qui est très fier de pouvoir suivre un peu sa voie et en fait de choisir de répondre à ses ambitions. Et chez toi, ben, avec la maison 11 qui est en analogie avec ton Verseau, forcément, il y a un engagement. Donc, vous connaissez déjà. Mais, mais forcément, il y a un engagement qui est là et qui est bien présent. Donc oui. Et quelle place va, parce que du coup, tu as parlé de tout ce qui découlait du deuil. Ouais. Moi, je pense aussi que le fait de penser à la mort, ça vient aussi nous questionner sur la part de spiritualité, Oui. sur les religions aussi, et comment chaque religion va aborder le deuil et la mort. Et quelle place va occuper la spiritualité, pardon, chez toi? Alors, du coup, à la base, et du coup là, je parle vraiment avant le décès de mon père. J'ai été baptisée, mais parce que j'étais dans le privé, mais il n'y avait pas de volonté réellement religieuse. Je peux pas dire avoir eu une foi au sens réellement religieux, et je peux pas dire non plus j'ai été dans une famille croyante, mais pas réellement pratiquante. Et du coup, néanmoins, j'ai toujours eu ce truc il y a quelque chose qui est plus grand que nous, que moi j'appelle pas un jeu, parce que c'est pas au sens des religions, et du coup j'ai plus une foi au sens spirituel qu'au sens religieux, sans encore une fois dire que c'est la vérité, c'est juste ma vérité et mon vécu et mon expérience. Et du coup, quand mon père est décédé, ça m'a plongé beaucoup plus dans ce large et grand univers du développement personnel, de l'aspect, ce qu'on pourrait mettre de l'aspect plus ésotérique, de ce qui va être plus ces pratiques alternatives, à m'acheter par exemple des oracles, à m'intéresser aux pendules, à m'intéresser à l'astro, à m'intéresser à la numérologie, à m'intéresser à l'hypnose, à m'intéresser à tout ce qui est un petit peu ce qu'on dit parfois médecine parallèle, en mettant beaucoup de choses dans un seul et même sac, alors qu'on pourrait faire plusieurs sacs. De sous-catégories. Ouais, c'est ça. Donc, je dirais dans tout ce large univers. Et là où moi, j'ai trouvé mon sens, je pense que je peux le dire vraiment comme ça, c'est vraiment dans la pratique chamanique. Parce que, et sans forcément que je l'explique, je suis rentrée, pour la petite anecdote, je suis rentrée d'un séjour d'une semaine chez ma cousine dans le sud. Et donc ça, c'était en 2021. Et avec un autre projet entrepreneurial de base, franchement très contente, très bien. Et je me souviens de sortir de la gare Lille-Flandre et d'être pareil, hein, physiquement, j'avais pas changé, hein, j'étais la même personne, mais je sentais intérieurement, sans réussir à mettre les mots dessus, qu'il y avait un truc qui était totalement différent. Et en fait, quand je suis rentrée de ces une semaine là de vacances avec elle, je ne pouvais pas faire autrement que de m'écouter des voyages chamaniques tous les soirs pour m'endormir. Disclaimer, je le conseille pas. Néanmoins, même si je suis passée par là, je vous invite plutôt à être accompagnée, ou en tout cas à avoir une certaine éthique et sécurité autour de ces pratiques et autour d'autres pratiques aussi. Et en fait, ça a été le truc qui me faisait autant peur, mais en même temps, il fallait que j'y aille. Enfin, il y avait toute une ambivalence d'émotions autour de ce sujet et de ce thème-là. Et en fait, j'ai trouvé dans la pratique chamanique beaucoup pas de réponse, mais de confirmation de ma vision, de ce que je pensais de la vie, de ce que je pense, je vais pas parler au passé, mais de ce que je pense de la vie, de ce que je pense de la mort, de ce que je pense du sens de la vie. Et à ça, c'est mêlé
notamment la pratique bouddhiste, encore une fois, plutôt sous l'aspect philosophie, plutôt que sous l'aspect religion, parce que tu l'as un peu mis en avant, hein, mais j'aime pas qu'on me dicte des choses à faire. Et par exemple, dans la pratique bouddhiste, encore aujourd'hui, le fait de mince, j'ai même pas le mot, mais le fait de, c'est pas prier, mais c'est, enfin bref, se mettre à genoux et s'abaisser, ça a un nom, mais je n'arrive pas à revenir dessus. Comme quoi, c'est des trucs que j'aime pas. C'est un truc, ça résonne pas du tout pour moi. Et en fait, si ça résonne pas, c'est pas grave, je le fais pas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des idées qui ne m'inspirent pas dans la pratique bouddhiste. Et du coup, c'était assez drôle parce que depuis que je suis ouais, jeune ado, et même là, je te parle, tu vois, j'en ai plein autour de moi. Mon père m'offrait tout le temps des Bouddhas. J'ai un collier que j'ai pas mis parce que sinon ça fait du bruit, mais qu'on m'a offert à mes 18 ans, je sais pas si tu vas le voir, que j'ai encore, qui est en nacre, où c'était un Bouddha, j'avais des bagues Bouddha et j'ai je ne sais combien de Bouddhas autour sur lesquels parfois mon père a gravé des trucs à ma fille, mais j'étais jeune, tu vois. Et donc voilà, c'est ma manière, moi, d'avoir cette spiritualité, d'avoir cette foi en quelque chose plus qu'en quelqu'un qui est plus grand, et d'avoir c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure du côté sécurité aussi du signe du Capricorne, et de trouver une certaine forme de sécurité et de confort, et de me dire, bah voilà, pour moi, le chemin de la vie et de la mort, c'est ça, avec une vision qui est beaucoup plus cyclique. Et ça me parle et ça me fait du bien. Et si ça parle pas à d'autres, c'est pas grave. Mon but, c'est pas de faire de la proclamation de quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien et c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Et demain, ce sera peut-être autrement parce que peut-être que demain, d'autres expériences m'amèneront vers autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça du coup que je le pratique à titre personnel. Et j'ai aussi à cœur de pouvoir partager cet aspect-là, notamment avec la pratique chamanique, et de le transmettre comme un, le terme, il n'est pas juste, mais en tout cas, c'est celui qui me vient, comme un outil, une pratique, une autre porte d'entrée pour aussi aller s'explorer. Je dis souvent, le chamanisme, pour moi, c'est se rencontrer autrement. Et je pense que de manière générale, la spiritualité, c'est aussi se rencontrer autrement dans le sens un autre regard. Tout voilà ce qui me vient sur cette question de la spiritualité. Je trouve ça très drôle. Il y a un truc dans ce que tu as dit. C'est, en fait, chez toi, on retrouve la maison Neuf, qui est une maison, la maison du voyage, mais aussi du voyage au sens euh, spirituel, Ouais. au sens des fois religieux aussi. Elle se trouve dans le signe du Scorpion et tu as en plus Pluton qui se trouve dans cette maison-là, enfin, en plus de ton nœud nord. Et en Scorpion et avec Pluton, le mot qui me vient, c'est transformation. Et tu vois, ce que tu évoques, c'est que ta spiritualité, tu l'as un peu vécue des fois comme une transformation. Quand tu revenais du sud, tu t'es senti, tu sais pas pourquoi, physiquement, tu étais la même, mais il y avait un truc qui avait changé. Et en fait, voilà, je trouve ça très drôle. Et avec le nœud nord, c'est ça qui va aussi te donner la voix. Le nœud nord, ça va être le nœud d'incarnation. Alors, j'utilise pas trop ces points-là, mais habituellement, mais tu vois, voilà, c'est avec ce que tu disais, voilà, le nœud nord me semblait plutôt une bonne illustration de ça dans la voie d'incarnation, le chemin qu'on suit et le voyage qui est peut-être plus spirituel de ton côté, tu vois, avec ces points-là. Et tu as aussi Neptune, qui est une planète, la planète du poisson, donc une planète d'onirisme, une planète de spiritualité, une planète de connexion aux autres, qui est en Capricorne. Donc on voit qu'il y a une forme d'indépendance, je veux bien croire, mais en sécurité et à ma sauce. Il y a aussi le côté un peu rebelle puisqu'il est juste en conjonction avec Uranus. Le côté rebelle du Verseau avec Uranus de ne m'imposez rien, je gère. Ouais. C'est ça. J'ai fait ma popote. Exactement. Et voilà. Pour le mot, est-ce que tu as des questions avant de... Non, non, non. C'est très juste. Ok. Pour le mot de la fin, je vais arrêter le partage et je vais te poser euh,
comme question, une question que je pose à tous les invités. Ouais. Alors souvent, quand c'est en lien, enfin, quand c'est des personnes qui sont déjà parents, c'est que dirais-tu à la personne que tu étais avant d'être parent? Mhm. Euh, mais là, du coup, je vais te poser la question, que dirais-tu à la Charlène euh, avant tes deuils? Waouh. C'était en 2019. Tu Je sais, crois qu'elle n'avait qu'honnêtement, pas encore dans l'idée d'accompagner au deuil. ouais, je crois que je dirais qu'elle Et n'était pas prête en fait. Enfin, elle est pas prête, mais en même temps, elle est prête. Tu vois, ce côté où, comme mon père s'est suicidé plusieurs fois, il a eu des pensées suicidaires. Et plusieurs fois, quand il me disait ses pensées suicidaires, je lui disais, mais je m'en relèverai jamais, en fait. Enfin, tu peux pas faire ça, tu peux pas partir. Et ben, en fait, j'ai menti parce que je m'en suis relevée, tu vois. En fait, j'étais pas prête parce que j'avais pas forcément envie que ça arrive. Mais souvent, on se découvre des ressources ou des talents cachés. Encore une fois, ce point blanc dans le noir et ce point noir dans le blanc euh, qui était un peu insoupçonné ou qu'on n'avait pas jusque-là eu besoin d'activer. Et honnêtement, je pense que je lui dirais ça parce que ça va peut-être paraître dur pour certaines personnes, et encore une fois, c'est pas une phrase de sachante, mais vraiment mon expérience, c'est que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je referais tout de la même manière. Même si, oui, 6 ans après, mon père, il est pas là et qu'il me manque, mais je referai tout de la même manière. Et je dis souvent que mon père s'est éteint pour que moi, je me réveille. Et pour ça, j'ai une gratitude immense. Et tu vois, quand je te le dis, je sens l'émotion qui est là et qui est présente parce que je peux pas plus authentique que cette phrase-là. Donc, je pense que je lui dirais ça. Tu penses que t'es pas prête, mais tu verras bien. ça va te permettre de te révéler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Charlène, pour ton témoignage, pour tes mots et d'avoir accepté mon invitation parce que j'étais vraiment pressée de découvrir ton thème et de découvrir aussi ton parcours. Merci beaucoup, Anaïs. J'ai envie de dire d'avoir, certes, de m'avoir proposé, mais d'autant plus avec cette idée où je suis pas maman. Et du coup, merci d'avoir partagé cette mise en lumière de celle que je suis et qui, j'espère, pourra peut-être, parler à d'autres ou en tout cas éveiller des questions ou des réflexions. Et, Merci beaucoup. mais c'était important de pouvoir montrer qu'on pouvait être maman, entre guillemets, de plusieurs façons. Mm. Et, euh, et, et je trouve que ton approche et ton accompagnement du deuil, en ce côté très maternel et maternant, je pense, tu vois, quand on va pas bien, quand on est malade, quand on traverse un deuil, on a tout de suite, en tout cas, c'est la sensation que j'ai et aussi, c'est un peu le témoignage que j'ai pu recevoir de gens autour de moi, c'est que quand on va mal, et on a cet enfant intérieur qui demande à être materné Mm. et, et beaucoup de gens n'ont plus la possibilité d'être maternés par leur propre mère pour de multiples raisons. Et beaucoup de gens aussi ont pas forcément l'entourage soutenant qui peuvent le faire. Et du coup, tu vois, dans ton approche, je trouve ce côté un peu maternant. Et si des personnes veulent te contacter, eh ben, je les invite vraiment à le faire. Ce sera avec les bras ouverts. Ben, je te souhaite une très bonne journée et merci beaucoup. À Merci très bientôt. beaucoup. Et puis, je mettrai le lien aussi vers ta page Instagram et vers ton podcast. Avec plaisir. Et aussi une mine d'or. Merci, Anaïs.